Thank you very much for Merci. coming. Je vous remercie tout un chacun de votre présence ici. Je vous remercie également tous ceux qui suivent en ligne pour cette séance au sujet de la finance numérique, les innovations et l'innovation au cœur des échéances de développement. We mentioned the online audience, but I want to especially welcome them. We are going to be tweeting live, I understand, in Arabic, English, French and Spanish. On utilise le hashtag Digital Finance en anglais aujourd'hui. Nous avons plusieurs panélistes avec nous aujourd'hui des quatre coins du monde et l'objectif aujourd'hui est d'échanger au sujet de l'importance de la finance numérique et les innovations dans la finance numérique et comment ces technologies peuvent renforcer nos efforts en développement. Je passe la parole maintenant au directeur général de la SFI, M. Jin Yong-kai. Merci et bienvenue. En effet, c'est un échange, un forum aujourd'hui très passionnant, très enthousiasmant. Il y a quelques mois de cela, j'ai assisté à une conférence à Barcelone où j'ai partagé quelques propos. En effet, je pense que grâce aux technologies d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une nouvelle ère et la responsabilité nous incombe, nous tous, à la Banque mondiale surtout, à vraiment aborder les enjeux, les défis les plus difficiles qui se posent depuis un certain nombre d'années pour pouvoir arriver à notre objectif ultime, à mettre fin à la pauvreté. Entre 3 et 6 milliards de personnes se voient en connexion par téléphone mobile. On prévoit encore 1 milliard de personnes qui vont se connecter, la plupart se trouvant dans les pays en voie de développement. Ceci représente une opportunité pour nous. L'opportunité de faire levier des technologies à disposition pour porter une assistance aux démunis. Cette question de la finance numérique, au demeurant, exige de notre part une vision plus large qui inclut, entre autres, la création des emplois. Je reviens d'un séminaire qui a réuni des représentants de plusieurs pays, parmi les pays en situation de grande difficulté. Des pays dans lesquels les jeunes se voient marginalisés, font face au chômage. Et donc, n'oubliez pas que la finance et la finance numérique peut nous servir de levier et de tremplin vers la création des emplois. Dans ce cadre, la Banque mondiale a un rôle primordial à jouer. Notre rôle consiste à vous aider, tout un chacun, ici présent. Je vois des représentants de Mastercard, de Bangladesh, tant de partenaires qui représentent tant de secteurs et de filières. Ce nouveau modèle de la finance numérique va outrepasser nos silos et la séparation qui existe entre nos différents secteurs. En fin de compte, de notre côté, à nos yeux, nous souhaitons faire levier de ces opportunités pour maximaliser l'impact, contribuer à un maximum de facteurs qui encouragent la création d'emplois au sein de différents contextes réglementaires. Nous sommes là pour vous. Nous proposons en partenaire. Vous représentez les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement et quel que soit le contexte national, nous souhaitons apporter un élément de réponse, de solution aux problématiques qui se posent. Je discutais tout à l'heure avec notre collègue de Bangladesh qui m'a parlé
d'une micro-entreprise qui réunit désormais 8 millions d'utilisateurs. Vous voyez donc que ces technologies atteignent des personnes très défavorisées qui auparavant ne pouvaient pas espérer accéder à de telles technologies. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Merci, Denyong. Merci d'avoir soulevé 2 points très importants. La numérisation peut faire évoluer et transformer des secteurs et peut également accélérer le rythme du développement. Au cours des 8 prochaines minutes, nous allons faire comme suit. 8 présentations express de la part de 8 innovateurs, suivies d'une discussion entre panélistes et qui comptera 4 panélistes. Après ceci, on ouvrira la parole à l'assistance ici présente dans la salle ainsi que l'auditoire qui nous suit en ligne. Je vous encourage à garder un œil sur les temps impartis. Nous souhaitons donner une opportunité à un maximum de personnes. Alors, je vous présente en premier lieu le directeur général de bKash au Bangladesh, qui se développe à un rythme encore plus accéléré, M-Pesa. Monsieur Kamal Kadir, merci de votre présence. Merci. Lorsque j'ai vu cette poisson, à l'écran, j'avais peur de ne pas pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Bon, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de ce pêcheur. Cela remonte à 2004. J'étais en zone rurale au Bangladesh, en déplacement. J'étais bloquée à un port de transbordement. Et ce pêcheur a voulu me vendre cette poisson. Le prix qu'il m'avait proposé, bon, c'était un prix raisonnable, mais j'étais seule et je ne pouvais pas consommer le poisson à moi seule. 1 heure plus tard, il est revenu vers moi et m'a proposé une remise de 30% pour ce même poisson. Et j'ai remarqué qu'entre-temps, il parlait au téléphone, un téléphone portable Nokia. Une demi-heure plus tard, il est revenu vers moi et il m'a dit « Je vous donne une remise de 60%. » Et cela m'a intriguée. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Au-delà de 19 heures, il n'y a plus de prix. Je dois vendre le poisson avec un manque à gagner, à une perte. » Et je me suis interrogée. Je voulais savoir où se trouvait la faille dans ce système. Il parlait au téléphone. Il m'avait dit ça et j'avais entendu ceci auparavant. Un téléphone portable qui coûte 40 ou 50 $ représente plus de puissance et de pouvoir que les engins envoyés en espace par la NASA. Il a cet outil à grande valeur dans sa poche, mais en même temps, il a ce poisson qui s'avarie. Il y a 100 millions de téléphones portables au Bangladesh aujourd'hui et on n'utilise ces téléphones que pour discuter avec ses amis, ses collègues. 100 millions d'utilisateurs. Disons, admettons que 1% de ces utilisateurs sont pêcheurs. Donc, 1 million de pêcheurs. Si 1% de ces pêcheurs publient sur une plateforme quelconque de téléphonie mobile, on aura une multitude, une richesse de poissons. Cela m'a donc servi de germe pour l'idée de l'entreprise. De ce site où on pourrait publier une annonce. Cela fait 9 ans maintenant depuis la création de cette entreprise. C'est un pays où le courant n'est pas toujours constant, où il y a des difficultés, mais tout d'un coup,
toutes les conditions commençaient à se réunir. Quelqu'un a publié une annonce pour un tanker, pour un chien, même il y a 9 ans d'aujourd'hui. Cette plateforme numérique constituait un atout. Si on peut créer la plateforme de base, même très simple, les utilisateurs vont l'utiliser et en bénéficier. Dans l'espace de 2 ans, cela est devenu un marché de 4,5 millions d'utilisateurs. Ce que nous avons constaté, entre autres éléments, et ceci ne fonctionne pas. Prochaine diapo. Essayons. Bon, je continue avec l'anecdote, avec cette histoire. Nous avons constaté que dans cette période de temps, il y avait des personnes qui vendaient et qui achetaient dans l'absence d'une plateforme de paiement. Moins de 9% de la population au Bangladesh a accès à des banques traditionnelles, n'a pas accès à des cartes de crédit. Dans un tel espace, donc, pour cette population restreinte, on se demandait de ce qu'on pouvait faire. En plus de l'échange d'informations, que pouvait-on faire pour servir de plateforme de paiement? Et c'est là où j'ai commencé à collaborer avec BRAC. BRAC, qui est une agence de développement qui œuvre sur le territoire intégral chez nous, ainsi qu'ailleurs. Et le fondateur de BRAC m'a fait don de la plateforme. Il m'a demandé, il m'a encouragé à voyager, voir ce qui se passait dans le monde, en Afrique en particulier. Qu'est-ce que j'observais au Kenya, au marché, en plein air, à Nairobi. J'étais à l'écoute des utilisateurs de M-Pesa. En même temps, au Bangladesh, l'agence de réglementation s'interrogeait sur ses priorités et les besoins réglementaires. L'agence de réglementation s'est dit comme suit. Les consommateurs ont fait un investissement important. Ces personnes ont dans leurs mains un téléphone portable et la banque devrait servir de gardien des fonds publics et devrait servir de prestataire de services dans ce sens. L'infrastructure s'est créée et tout s'est ensuite. La banque BRAC et Money and Motion, il s'agit d'un groupe, sous-groupement de créateurs d'entreprises dont j'étais membre. Ces deux entités ont créé cette nouvelle entreprise au nom de Bcash. Et lorsqu'on a vu que cela fonctionnait bien, on a tiré davantage de financement de la part de la Fondation Gates, entre autres. Il s'agissait désormais d'une plateforme. Ces 4 entités présentaient leurs propres atouts. BRAC, qui dispose d'une infrastructure nationale, Money in Motion, qui dispose des connaissances et du savoir-faire des créateurs d'entreprises. La Fondation Gates a fourni les capitaux et l'expertise en gouvernance. Avec ces acteurs réunis, voici le résultat final. Dans l'espace de 2 ans et demi, nous avons désormais 90 000 agents au pays, une représentation dans tous les villages au Bangladesh, 11,6 millions d'utilisateurs inscrits. Et ces chiffres datent de la semaine dernière. Le directeur général avait raison lorsqu'il a parlé de 12 millions. Et Bcash. Bcash, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire « envoyez-moi de l'argent ». Quelle est la valeur? Quelle est la valeur? Voici notre ambition telle qu'elle existait, telle qu'elle était il y a 7 ans de cela. En bleu, vous avez le liquide en entrée. En rouge, le liquide en sortie. Les gens donc font entrer du liquide et font ressortir du liquide. Et les différentes colonnes que vous voyez représentent les différentes circonscriptions. On fait entrer du liquide à différentes localisations et le liquide ressort à d'autres endroits. On peut tracer ces échanges, ces flux. Voici l'utilisateur moyen.
une travailleuse du secteur du vêtement. Alors qu'auparavant, elle stockait son liquide sous le matelas, elle peut désormais mieux gérer ce liquide grâce à notre plateforme. L'utilisation numérique de l'argent, donc, crée un effet multiplicateur et cela représente une ressource de participation macroéconomique. Tous ceux qui utilisent cette plateforme, qui utilisent ce liquide, contribuent à la macroéconomie. Dernière diapo. Tout a commencé à partir d'un bouton appuyé. Au fil du temps, c'est comme la montagne. Au fil du temps, à partir de la source, l'eau se déverse. 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars, à titre progressif, cela contribue à l'économie nationale. Stay for 1 second so we give folks time. Restez avec nous quelques secondes. J'ai une question. Bcash est filiale de Brookbank. Il y a une 50aine de banques au Bangladesh qui ont obtenu la licence, le permis. Pourquoi une seule banque, partenaire prioritaire? C'est parce qu'il me faut être bien concentré. Le prix de base est de 10 dollars, 15 dollars. Les banques n'ont pas cette même structure, sont structurées pour des montants plus élevés. Et étant donné donc nos consommateurs, nous mettons l'accent sur cette sous-population d'utilisateurs. Cette attention très précise nous permet d'avancer. Merci. Chidi est notre deuxième intervenant. Chidi, qui est directeur argent mobile pour la société Airtel Afrique, qui a une présence dans 17 pays. Chidi va donc nous fournir la perspective grâce à ses expériences dans différents marchés. Et ces expériences qui sont très diversifiées. Je sais que c'est difficile parce que pour pouvoir changer de diapo, il faut être de ce côté-là de la tribune, mais pour voir l'horloge, il faut être de l'autre côté. Merci et bonjour. Bhatia Tel a établi sa présence en Afrique il y a à peu près 40 ans de cela. Il y a à peu près 30 mois de cela, nous avons pris une décision. Nous avons décidé de nous impliquer davantage dans cette filière de l'argent mobile. Pourquoi? Avant tout, c'était pour approfondir, renforcer davantage nos liens et nos relations avec les populations. Nous avons une présence dans 17 pays africains, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe. Notre principe de base, c'est de travailler autour de grandes idées. Nous avons aperçu qu'il existait de l'opportunité dans la finance numérique. 25% des adultes en Afrique centrale et australe n'ont pas accès à des comptes bancaires, n'ont pas de compte bancaire. Il s'agissait d'une réalité. Deuxième élément, l'opportunité à réduire le coût des transactions sur le territoire africain tout entier. Le coût de notre service représente 10% des frais inhérents, des frais facturés par les banques traditionnelles. Troisième élément, l'opportunité à créer des systèmes d'échange de liquide. On nous entonne sans cesse les dangers des systèmes à base de liquide. Mais il y a également des conséquences sanitaires
le fait de manipuler du liquide. Il y a des billets, des devises également, où on a du mal à lire les chiffres et les lettres sur les billets. On échange ces billets dans des marchés où on mange avec les mains, etc. Cela représente des défis sanitaires. À partir de ces trois éléments, de ces trois constats, nous avons pu créer la motivation commerciale de la création de notre entreprise, de cette filière qui nous permettrait de diversifier davantage nos recettes. Ceci est capital parce que cela nous renforce la pérennité de notre entreprise. Au cours d'une certaine période de temps, nous avons eu quelques avancées. Nous avons pu le déployer dans 16 pays, 5 millions de clients actifs, 140 000 agents, 1,2 million d'opérations par jour, qui représentent 25 millions de dollars par jour. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ces chiffres? On constate un développement très positif en dehors également, au-delà de l'Afrique de l'Est. Oui, la Tanzanie, l'Ouganda, des marchés très forts. Mais en RDC, au Niger, au Burkina Faso, on constate une croissance importante de nos affaires, un développement de nos affaires. Et puis, on ne voit pas dans les chiffres les témoignages à partir de nos utilisateurs, des anecdotes fort intéressantes qui nous parlent de l'impact que nous avons pu avoir dans la vie de personnes et dans les affaires de micro-entreprises. Je vous raconterai quelques anecdotes au fur et à mesure de cette présentation. L'une de nos solutions, l'une de nos innovations, eh bien, il s'agit d'un produit, un instrument de prêt que nous avons élaboré en partenariat avec une institution de microfinance. Ceci est à disposition de nos clients utilisateurs de téléphones mobiles et de GSM. On analyse, on observe les comportements du côté GSM, du côté mobile. On communique les plafonds de crédit à nos différents utilisateurs. Et puis, les utilisateurs peuvent sélectionner les montants, les enveloppes totales des prêts. Ceci, eh bien, on a vu avec le projet pilote lancé l'année dernière que cela fonctionne très bien. Il y a une très belle anecdote que je dois vous raconter. Une dame au nom de Ruth, à Mombasa, qui est basée à Mombasa au Kenya. Ruth est propriétaire d'une toute petite usine de fabrique de glace. Elle fabrique de la glace, elle le conditionne, mais en emballage, etc. L'année dernière, elle a acheté, grâce à notre plateforme, à 14 reprises. Elle a emprunté 3 000 shillings en moyenne à 14 reprises. De nos jours, Ruth est désormais indépendante. Sa société a atteint 56 000 shillings de revenus par mois et elle arrive à mieux subvenir aux besoins de sa famille et à mieux contribuer à sa communauté. Je vous ai parlé des grands idéaux tout à l'heure. Voici d'autres solutions novatrices que nous avons lancées. Celle-ci, nous avons lancée il y a 2 ans de cela, en partenariat avec notre concurrent en Côte d'Ivoire. Plus de 4 millions de Burkinabés, désormais, habitent et travaillent en Côte d'Ivoire. Plus de 4 millions de Burkinabés. Les canaux, les véhicules pour transférer de l'argent, envoyer de l'argent à la famille au Burkina coûtent très cher et représentent beaucoup de risques. Parfois, il y a des temps de trajet de 2-3 jours pour arriver à l'agence. À l'aide de cette plateforme, ces familles peuvent désormais faire ces échanges par téléphone mobile. Et pas seulement grâce au téléphone mobile, mais grâce aux agents que nous avons sur place des 2 côtés. Ces envois d'argent
qui sont transférés par les travailleurs en Côte d'Ivoire. UBA, une banque panafricaine qui a une présence dans 19 pays et partenaire également. Akibam Konone. Qu'est-ce que cela veut dire? Le service mobile. L'épargne mobile. Cela veut dire que je peux créer un compte épargne sans franchir le seuil de la porte d'une agence de banque. Le taux d'intérêt, 7%, 2 fois le taux du marché traditionnel pour des comptes d'épargne. Troisième chose, troisième produit, Bidam Kononi, les assurances par téléphone. Nous l'avons fait en partenariat avec différentes sociétés d'assurance en Afrique. Il s'agit de l'élargissement ou de la proposition. On propose un produit d'assurance pour une franchise de 15 jusqu'à 15 shillings par mois, par semaine. On peut souscrire une police d'assurance pour couvrir ses parents et sa famille. Il y a également une solution prépayée de crédit pour l'électricité. Certains de nos clients qui tiennent de petites entreprises, comme par exemple des salons de coiffure, eh bien, pendant la journée de travail, voient la coupure d'électricité qui arrive. Cela représente un manque à gagner, mais désormais, ces clients peuvent acheter des médailles ou des tickets prépayés qu'ils utilisent pour payer les services publics, dont l'électricité. Voilà certaines de nos solutions. Merci. Une question de suivi rapide. Vous êtes dans une position tout à fait unique d'être sur 16 marchés. Quel est le coût de ces marchés en fonction de votre expérience? Quel est le facteur qui est propice à tout ceci et quel est en fait l'obstacle le plus important à tout ceci? Basé sur mon expérience, c'est en fait les autorités de réglementation qui est un obstacle ou qui en fait est propice à ce genre de situation. En fait, il faut mettre ça dans le contexte. Donc, on va dire en fait ce qui permet un facteur de possibilités. Nous avons eu la chance de jouir d'énormément de soutien des autorités de réglementation sur les marchés dans lesquels nous sommes. Nous avons donc sur 18 mois, nous sommes dans 16 pays. Dans la plupart de ces marchés, il n'y avait pas de cadre de réglementation. Et avec leur soutien, nous avons pu... donc, nous avons des réglementations. Donc, nous avons un cadre de travail maintenant qui a été mis en œuvre dans l'espace de 3 à 4 mois, qui est quelque chose de phénoménal. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a permis de réussir. En ce qui concerne maintenant les obstacles, l'obstacle le plus important, c'est le fait que ça nous a pris du temps pour collaborer avec la compétition sur nos marchés. C'est en fait, il faut coopérer pour pouvoir être concurrent. Et en fait, il ne faut pas considérer les autres comme des compétiteurs. Ce que nous avons, c'est du liquide. Donc, nous avons besoin de collaborer pour partager des infrastructures, pour partager les coûts de nos services et pour avoir un impact beaucoup plus profond sur les marchés. Et en fait, nous venons de lancer un service qui s'appelle MCN. C'est en fait la première fois où 2 sociétés de télécommunications collaborent. Donc, vous avez en fait résolu l'interopérabilité. Très bien. Donc, tout à fait, on félicite les autorités de réglementation, c'est-à-dire soutenir et vouloir soutenir les innovateurs. C'est quelque chose qui a donc aidé sur ce forum. Et un commentaire très intéressant sur la compétition, on en reviendra. Notre dernière présentation, c'est Thomas Duvaux qui vient de Mobisol. Et Mobisol utilise l'infrastructure d'argent financière électronique pour offrir des solutions de paiement au fur et à mesure pour l'électricité en Tanzanie et au Kenya. Donc merci Thomas.
Je vous amène certaines histoires de l'Afrique de l'Est, de Tanzanie, que vous voyez derrière moi, et certaines qui viennent du Rwanda. Toutes ces anecdotes ont une chose en commun, c'est en fait l'accès à l'énergie. C'est en fait de quoi il s'agit avec Mobisol. Nous travaillons dans des zones de l'Afrique de l'Est. Nos clients sont en fait ce qu'on appelle les gens extrêmement pauvres au bas de la pyramide. Et nous avons donc développé des cellules solaires. Il y a en fait donc l'argent mobile, la microfinance et aussi le financier numérique. Et c'est en fait payé au fur et à mesure. Donc tout ce que nous faisons, en fait, je vais passer à ce côté-là de la scène. Donc voilà, ce que nous faisons. C'est en fait nos premiers clients pilotes pour ce projet. Comme vous voyez, ce sont des gens qui sont très heureux parce qu'ils ont accès à l'électricité et c'est en fait quelque chose qui apporte une différence énorme. Donc, nous avons pensé quelle est en fait la recette pour une électrification hors réseau. Et nous avons différents ingrédients. L'ingrédient numéro 1, bien sûr, c'est évident, c'est le soleil. Nous n'aimons pas les carburants fossiles et nous ne voulons pas utiliser des générateurs. Le soleil, c'est propre, c'est bon marché et nous pouvons nous en servir. Deuxième chose, nous avons besoin, vous voyez cet homme, c'est en fait un officier de technologie. Il est allemand, il fait quelque chose qui est très très important. Il fait qu'il stabilise le produit et robuste. C'est exactement ce que vous voulez quand vous devez opérer dans une zone rurale d'Afrique de l'Est. Nous avons une garantie de 3 ans. Nous avons un numéro vert qui peut être appelé. Donc vous devez avoir une équipe locale qui va pouvoir entretenir et réparer le produit sur le terrain. Et ça, c'est très important pour votre réputation. Et maintenant, la partie numérique de l'équation. Et en fait, j'aurais bien aimé montrer en fait une SIM card, mais en fait, on est en train de négocier un contrat, donc là, on ne peut pas pour l'instant. Donc, c'est en fait une carte SIM qui fait 2 choses. Toutes les heures, notre système, nous avons donc il y a un message qui est envoyé en Allemagne et pour dire que tout va bien. La deuxième chose que fait cette carte SIM, c'est qu'elle contient toute l'historique de crédit du client. Donc, chaque paiement qui a été fait par argent numérique, en fait, est en fait dans une base de données. Nous avons cette base de données qui a toutes les informations sur le comportement du produit et du client. Et il n'est pas besoin de vous parler de la richesse des données. Alors, voilà à quoi ressemble le produit. Voilà tous les ingrédients. Donc, c'est un substitut pour les lampes à kérosène et pour les générateurs. Et cela permet aux gens de générer non seulement de l'électricité, mais de faire de l'argent. Et c'est ce que vous voyez à droite. C'est une petite machine bleue qui peut charger 10 téléphones portables et 10 lampes. Donc, vous générez des revenus qui vous permettent de payer vos produits. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour cette famille en particulier? Eh bien, ça veut dire bien sûr la lumière, la radio, ça veut dire bien sûr la télé, ça veut dire un réfrigérateur, ça représente aussi ce chargeur de téléphone portable. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour Mobisol? Ça veut dire que 85% des voisins de cette personne n'ont pas d'électricité. Donc, quand vous êtes un gouvernement et que vous avez ce genre de défi à relever, ce que vous faites en général, vous essayez de résoudre ce problème avec un réseau, donc une infrastructure énorme électrique. Et nous pensons que ça n'est pas véritablement une très bonne idée en Afrique d'avoir ce genre de réseau électrique. Tout d'abord, pourquoi? Parce que c'est très cher. Entre 800 et 2000 dollars par connexion, c'est en faire un cauchemar logistique. C'est très dur à installer. On appelle ça, donc là, dans certains pays, en Tanzanie, c'est le pays des 1000 collines parce que c'est donc très, très difficile à installer. Et la troisième chose, c'est que votre client typique utilise moins de 1 kWh par jour, ce qui fait que c'est pratiquement impossible de récupérer votre investissement. Et la deuxième chose, d'où viennent les électrons? Bien sûr, vous n'avez pas l'électricité qui est produite par le réseau. Donc, quand vous considérez les pays qui ont décidé de construire un réseau électrique, eh bien, il y a une stagnation. C'est pour ça qu'à Mobisol, nous avons en fait offert une solution très forte au gouvernement pour électrifier leur pays. Autre chose
Bon, prenons un exemple concret. Le Rwanda, par exemple, a un plan de d'électrification très ambitieux qui se trouve dans ce document que vous pouvez lire en ligne, qui indique qu'en 2013, il y a eu 17% des habitants qui avaient l'électricité, qui avaient accès à l'électricité. Ils veulent passer à 70% d'ici 2017. Donc, votre option, c'est d'un côté, on peut tout simplement faire un réseau ou faire ça hors réseau. Et il y a quelqu'un d'autre qui est en train de cliquer pour moi. Et je vais vous parler d'un exemple un peu quantitatif. Donc, le gouvernement du Rwanda se rend compte que ça ne va pas être sur le réseau. Donc, quelle est la contribution de cette électrification hors réseau? Donc, pour électrifier 50% du Rwanda, ça représente 1 million de foyers. On se dit que c'est pratiquement impossible à faire. Et nous pensons qu'avec 500 techniciens locaux que nous pouvons former en 2 mois, c'est possible. Donc, 500 personnes qui installent 1 million de systèmes, c'est 2000 systèmes par personne. Donc, on peut se dire que ça va prendre des années, mais en fait, ça ne va pas prendre aussi longtemps. Parce qu'en fait, vous pouvez utiliser et installer ce système en 1 heure. Donc, si en fait, on prend que ça va prendre du temps pour aller d'une personne à l'autre, ça va prendre 500 par jour. Donc, 500 par jour, ça représente 2 ans. Et 2 ans, c'est en fait très long, mais comparativement à l'attente qu'il pourrait y avoir pour le réseau électrique électrifié, c'est en fait, ça vaut le coup d'essayer. Donc, ça, c'est en fait, encore une fois, une photo du Rwanda. Est-ce que vous êtes la personne qui va installer ce réseau électrique? Non, probablement. Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est que la finance numérique plus? Eh bien, ça n'est pas uniquement un mot à la mode. Dans ce contexte, la finance numérique, à notre avis, c'est ce que nous a montré auparavant. C'est ce qui avait été montré par la personne de Bcash. C'est en fait une autonomisation des gens. Ça n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est en fait une idée très puissante. Si je vous disais, il y a 20 ans, que le monde utiliserait uniquement des téléphones mobiles pour communiquer, vous m'auriez dit c'est impossible. Aujourd'hui, nous savons que c'est une réalité. Donc, ça, c'est une chose numéro 1. Si je vous avais dit il y a 10 ans que le bas de la pyramide ferait partie des transactions financières parce qu'il y a en fait une finance numérique, vous m'aurez dit c'est impossible, mais c'est une réalité. Donc nous sommes convaincus qu'à Mobisol, nous sommes profondément convaincus que les solutions hors grid vont en fait dépasser les solutions de réseau. Nous pensons qu'il va y avoir un changement très profond en ce qui concerne la considération de l'électrification. C'est pour ça que nous pensons que dans les 10 ans à venir, nous allons devenir le plus gros producteur d'énergie en Afrique. Merci. Donc, Thomas. Alors maintenant, quel est en fait ce qui, dans vos négociations, là, où le bas blesse-t-il? Bon, vous n'avez pas besoin de répondre. Mais donc, votre proposition de valeur et votre modèle commercial s'appuie sur la collectivité. Dans votre expérience, qu'est-ce qui fonctionne déjà et qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore à l'heure actuelle? Donc, en fait, ma réponse, c'est que c'est surprenant, mais ça marche très très bien. Venant d'Allemagne, nous n'avons pas véritablement d'expérience sur l'argent mobile, mais en fait, ça n'est pas compliqué. Ça fait partie de la vie quotidienne en Tanzanie et au Kenya. Les gens n'y pensent pas, n'y pensent plus, et ça marche très très bien. Ce qui est très bien pour nous, c'est que nous avons en fait toutes ces données sur le crédit, sur l'historique de crédit des clients, et c'est en fait une base de données très très importante. Ceci me rappelle une anecdote du compétiteur de Thomas. Donc, ils ont en fait toutes ces données et ils avaient un client qui se plaint. Il dit, je n'ai pas autant de puissance solaire que vous l'avez promis. Et la société dit, ben oui, vous avez en fait tout ce qu'il vous faut, mais vous avez en fait cette pointe d'énergie de 1 heure à 2 heures. Il dit, c'est impossible parce qu'en fait, je vais partir déjeuner. En fait, ce qui se passait, c'est que pendant le déjeuner, tous les gens, en fait, du quartier venaient pour charger leur téléphone pendant qu'il était parti. Donc, merci à Chidi et Kamal et à Thomas qui vont rester pour la séance de questions et réponses. Nous sommes tout à fait conformes à l'horaire, mais avant de passer à cette séance questions-réponses, nous allons avoir une discussion. Et comme vous le voyez, nous sommes en train d'installer ici à la vitesse grand V. Et nous allons donc présenter
nos panélistes. Je vais faire ça dans l'ordre sur lequel je l'ai sur mon papier. Notre premier panéliste, c'est Walt McNee, qui est président de Mastercard Mondial. Merci. Et si vous voulez bien vous asseoir. Voilà, je vois votre nom ici. Ensuite, nous avons Hortensia Contreras-Torres, qui est vice-présidente des services électroniques du groupe Bimbo et qui a une deuxième fonction dont nous parlerons, qui s'assera ici. Ensuite, nous avons Sandhya Kanegati, qui est directrice des postes générales de Andhra Pradesh. Sandhya, qui va s'asseoir. Ah, où est-elle? Elle a peut-être un problème de micro. Problème de micro dans le Sari. Donc, Sanya nous rejoindra dans quelques secondes. Et ensuite, Arjuna Costa, qui est partenaire d'investissement à Omidyar Network, qui est une société d'investissement. Merci Arjuna d'être venu. Et nous allons donner quelques secondes supplémentaires à Sandhya. Alors, nous allons peut-être commencer, Red. Si cela ne vous dérange pas, messieurs et madame, puisque Sandhya n'est pas encore ici, nous allons commencer. Oui? Donc, ça va? Vous pourrez... Alors, Sandhya, là, voilà. Donc, directrice des postes générales. Est-ce que vous êtes... donc, voilà. Donc, directrice et non pas directeur des postes. Directrice des postes. Merci de vous joindre à nous. Sandhya, avec votre permission, je vais donc commencer par Walt. Walt, vous représentez donc une société que tout le monde connaît ici, je pense. Et la plupart des gens considèrent ceci dans le contexte des pays développés. Mais quand il s'agit de marchés émergents, quelles sont vos aspirations et quelles sont les contributions que vous espérez apporter? Et nous dépensons beaucoup d'argent sur notre marque. Donc mais la vérité, nous sommes une société de technologie. Donc, c'est-à-dire que nous ne donnons pas de crédit. Ce sont les banques qui font ça. Nous sommes tout simplement un réseau. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de manières auxquelles nous pouvons contribuer. Je voudrais en mentionner quelques-unes. Tout d'abord, c'est en fait le concept d'interopérabilité qui a été mentionné un petit peu plus tôt ce matin. L'interopérabilité, c'est en fait un mot très compliqué pour tout simplement inclusion. Notre rôle, c'est en fait de faciliter les liens dans tout ce travail qui est fait et qui est très passionnant. Bcash, Mobisol, toutes ces sociétés innovantes, eh bien notre rôle, c'est en fait tout simplement de relier toutes ces sociétés qui devraient pouvoir se parler les unes les autres. Et c'est en fait de ça dont il s'agit quand on parle d'interopérabilité. Je pense que c'est en fait de donner un forum. Un autre domaine sur lequel nous passons beaucoup de temps, c'est en fait le leadership. Nous avons un nouveau centre qui s'appelle le Centre pour la croissance inclusive. C'est en fait une recherche fondamentale. Ça n'est pas à caractère d'exclusivité. Nous passons énormément de temps à ça. Et certaines des choses comme WIF, il y a donc une présidence avec la WEF. Donc ça, c'est le genre d'activités que nous prenons très au sérieux, qui ont une nature très pratique. Et nous essayons d'avoir des partenariats où nous pouvons dans l'industrie. Donc nous avons donc de nouvelles sociétés qui doivent être vraiment très spectaculaires au fil du temps. Donc, Better Than Cash, c'est donc une initiative. Et l'objectif de l'Alliance, c'est en fait que les ONG, les grosses sociétés, passent donc à des transactions numériques. Donc, dans un certain nombre de pays, vous participez à des conversations avec les gouvernements pour que les cartes puissent fonctionner en tant que carte d'identité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu? Oui, en fait, le contexte, c'est que nous essayons de transformer la conversation avec le gouvernement en une conversation directe avec eux. Donc, nous contactons les gouvernements et nous leur demandons qu'est-ce qui est important pour vous. Au lieu de dire, voilà tout ce que nous avons à votre disposition, lequel voulez-vous de ces produits, nous
parlons, nous réunissons avec les différents gouvernements. Et c'est intéressant, ces 2 dernières années, les programmes de carte d'identité nationale, c'est important, ainsi que les paiements. Les gouvernements veulent éliminer le papier et il y a aussi, ils veulent éliminer la corruption pour essayer donc d'éliminer ça. Donc c'est en fait une question de paiements sociaux, de programmes de carte d'identité nationale, etc. Et par exemple, si on utilise l'exemple du Nigeria, nous travaillons avec le gouvernement en ce moment sur un programme pilote de carte d'identité nationale qui serait combiné avec des facilités de paiement. Donc ça, c'est en fait assez puissant comme instrument. Donc c'est une architecture ouverte, donc c'est en fait quelque chose qui serait accessible au public. Donc une autre question. La dernière question sur ce premier tour de table, on a parlé de l'argent mobile. Vous avez entendu donc ces sociétés. Est-ce que vous pensez qu'il y a une complémentarité ou est-ce que vous pensez que c'est une compétition qui vous fait peur? Donc nous avons toujours peur. Nous avons toujours peur. Mais effectivement, nous sommes paranoïaques. Non, quand j'écoute ces présentations, c'est quelque chose qui m'inspire. Ça, je vais dire honnêtement, ça m'inspire. Personne ne va avoir le monopole sur l'innovation. Dans chaque cas, c'est une question d'autonomisation des consommateurs, d'inclusion des consommateurs et il n'y a absolument pas de mal à faire ce genre de choses. C'est en fait l'une des idées que nous essayons, que nous efforçons de suivre. Je vais maintenant me tourner vers Hortensia. Hortensia, vous êtes donc la vice-présidente des services électroniques du groupe Bimbo, qui est en fait une société alimentaire d'Amérique du Sud. Oui, nous sommes en fait une société de boulangerie la plus grande du monde. Nous sommes dans 21 pays, sans compter le Canada. Non. Donc, on est quand même à la traîne par rapport à monsieur. Et je ne sais, est-ce que vous avez dit que nous sommes en fait donc la boulangerie, le fabricant de produits de boulangerie le plus important au monde. Et c'est pour ça que vous avez donc une deuxième fonction. Vous êtes aussi PDG de nouvelle joint venture de paiement qui s'appelle Cubo. Cubo, qui veut dire hi, qui veut dire bonjour. Donc, les services financiers, ça n'est pas exactement ce sur quoi vous vous concentrez, n'est-ce pas, votre... Donc, qu'est-ce que vous faites, donc, et pourquoi? Donc, j'aimerais tout simplement commencer par dire que Grupo a, en fait, des relations très fortes avec les petites entreprises. Nous avons donc des liens très forts dans ce segment du marché. Ce segment du marché a un impact énorme en termes de création d'emplois au Mexique, en particulier si on parle des femmes. 60% de ces petites entreprises sont en fait tenues par des femmes. Et c'est probablement le seul revenu qu'elles ont pour faire vivre leur famille. Et traditionnellement, le groupe s'est efforcé de soutenir ces femmes, de les soutenir pour qu'elles puissent en fait croître avec nous et vice-versa. Et c'est ainsi que cette opportunité commerciale a été créée. Nous avons étudié, nous avons embauché un conseiller, un consultant, pour nous permettre de comprendre quelles étaient les caractéristiques de ces petites entreprises, dont celles qui avaient réussi, et qu'est-ce que nous pouvions amener à la table pour que ces caractéristiques et ces facteurs de réussite soient disponibles pour plus de personnes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous avons identifié qu'il y a 3 choses. Les histoires de réussite. Ce sont des gens qui sont en fait formés, qui ont des comptes en banque et qui ont accès à la technologie. Donc, ce que nous avons fait, nous avons constitué un réseau qui est conçu pour ce segment du marché et donc un réseau de paiement. Et je ne vais pas dire vraiment que c'est en fait un réseau de paiement mobile, parce que ce n'est pas exactement ça. C'est en fait basé sur les téléphones mobiles. Mais en fait, on se sert de la technologie qui nous permet de nous connecter à ce réseau et nous leur donnons donc accès à la technologie qui est une technologie très simple. Donc aujourd'hui, c'est en fait des services de paiement, transactions, capital de roulement que vous offrez donc à ces petites entreprises. Donc c'est en fait les petites entreprises qui sont vos clients. Donc en fait, les petites entreprises sont nos
nos clients directs et leurs clients sont en fait les clients finaux, les utilisateurs finaux. Nous pensons qu'il y a en fait un impact énorme dans un certain nombre de domaines. Tout d'abord, ces petites entreprises sont très compétitives maintenant. Elles ont une formation, elles ont accès à la technologie et en fait, ils amènent une plus grande circulation dans leurs magasins parce que maintenant, ils peuvent offrir, ils ont en fait des services numériques et en fait, où ils peuvent offrir ceci à leurs clients. Donc, et s'ils le font, dans ces cas-là, ils ont la possibilité de générer beaucoup plus de revenus. Il y a aussi un impact en termes d'inclusion financière. Pourquoi? Parce que nous créons un historique de crédit pour eux. Nous leur donnons des prêts, pas directement, mais en fait, nous sommes un facteur de facilité pour qu'ils obtiennent des prêts et nous leur permettons que l'utilisateur final, c'est-à-dire la personne qui a le carte de crédit, la personne qui a la carte de crédit peut utiliser cette carte de crédit dans ses petits magasins. Donc, en fait, c'est une société de distribution. Vous m'avez dit, donc ils vendent quoi? Cigarettes, soda, Coca-Cola, bière et pain. Donc, est-ce que ça, c'est un modèle qui devrait être suivi par d'autres? Je pense qu'en fait, on n'a pas besoin de reproduire le modèle. Ils ont besoin d'une solution, mais ce que nous considérons, c'est que nous devrions amener d'autres personnes, et c'est ce que nous voulons. Nous voulons amener d'autres personnes pour bénéficier des fonctionnalités que cette solution offre, et c'est quelque chose qui marchera. Et donc, cette solution est une architecture ouverte. Oui, c'est une architecture totalement ouverte. Nous sommes, connectés au système financier, donc nous travaillons avec toutes les banques, pas uniquement une seule banque, et nous sommes ouverts à tous les gens qui peuvent amener de la valeur à ce réseau. Merci. Sandhya, vous êtes donc directrice des postes de Andhra Pradesh. Et donc, ceci ne va pas vous surprendre, mais les postes, les bureaux de poste, c'est peut-être en fait ceux qui ont en fait le plus de succursales. Il y a 135 000 bureaux de poste. Dans les zones rurales, il y en a 140 000. Donc, et vous avez historiquement... Donc, les postes ont historiquement donné des services financiers de base, dépôts, etc. Mais là, vous êtes en train de faire des choses en fait très à l'avance, très à l'avant-garde de la finance numérique. Oui, effectivement, c'était très passionnant. Nous avons un projet de smart card auquel nous participons, de paiement électronique qui a été mis en place il y a dans 12 000 villages. Les bureaux de poste donnent une certaine connectivité qui permettent aux gens de déposer de leur argent. Et nous sommes aussi fournisseurs de technologie. Il y a donc différentes applications avec les gouvernements de l'État qui financent ce genre de choses, qui financent les bureaux de poste. Et nous avons aussi nous avons aussi un réseau à distance où il n'y a pas de bureau de poste. Nous avons aussi engagé certains techniciens qui s'occupent des paiements et des machines. Nous avons en ce moment 3 millions de gens qui reçoivent des paiements du gouvernement. Et ça a été, je pense que les études de CEGAP, et il y a eu aussi d'autres études qui ont été financées, et tout ce que nous retirons de ces études, c'est que les bénéficiaires de ces services se sentent tout à fait autonomisés. Et c'est en fait en fonction de la personne, de chaque personne et des paiements qu'il peut faire. Donc, nous avons pu éliminer énormément de problèmes comme par exemple les duplications de paiements et nous avons un meilleur contrôle du système. Nous pouvons faire un meilleur suivi des liquidités et des paiements. L'année dernière, il y a eu pas mal
de passion sur ADA. Vous travaillez avec ça aussi? Est-ce que c'est une alternative à la Smart Card ou à la carte intelligente? Oui, nous sommes en train de passer à la plateforme ADA. Et ceci a résolu énormément de problèmes que nous avons eus en termes d'inscription. À chaque fois qu'une agence changeait, il fallait en fait qu'on réinscrive tous les bénéficiaires quand il y avait un changement dans cette agence et qu'on a refaire un système d'authentification. Mais avec ADA, ceci nous a permis de parvenir à une bonne plateforme sans avoir à réinscrire tous ces bénéficiaires. Donc ça nous permet d'éliminer donc ces duplicata et ces fuites. Donc, c'est quelque chose qui nous a permis d'être plus efficients. Ceci nous a également permis d'avoir une interopérabilité. Donc avant, c'était en fait uniquement une transaction qui pouvait se faire d'un bureau de poste, alors que maintenant, la plateforme ADA vous pouvez en fait emmener votre paiement dans n'importe quel bureau de poste. Est-ce que vous pouvez quantifier en fait ces gains? En termes de pension, dans un district moyen, nous payons environ 300 à 400 000 bénéficiaires et 1 million de roupies pourrait être environ l'équivalent de l'épargne qui va en fait aux bénéficiaires fantômes. Alors, je vais juste changer de vitesse ici. Donc, la Banque de l'Inde a publié un rapport de comité sur l'inclusion financière. Et il y a eu un certain nombre de licences bancaires. Et d'après ce que je vois, les postes de l'Inde voudraient avoir justement cette licence. Oui, effectivement, nous avons demandé pour une licence bancaire. Et je pense que le gouvernement est encore en train de considérer ça et nous serions très heureux de pouvoir recevoir ça parce que nous sommes convaincus que le réseau des postes est en fait une institution en laquelle on a énormément de confiance dans tout le pays. Et nous faisons des millions de transactions bancaires et je pense qu'il serait excellent que cette demande soit considérée et nous serions très heureux. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Arjuna avant d'ouvrir la parole à l'auditoire et à l'assistance. Il y aura un micro. Il y a des microphones fixes dans la salle. On vous demande de bien vouloir vous rapprocher des micros si vous souhaitez poser une question. Arjuna, vous êtes partenaire associé d'une société de philanthropie. Vous observez une multitude de bonnes idées. Pensez-vous que la finance numérique fait preuve d'un sensationnalisme aujourd'hui ou est-ce que cela représente un fort potentiel? Notre fondateur était le fondateur de eBay. Nous avons donc des racines très profondes dans la vallée de Silicon. Cela veut dire que nous sommes convaincus que l'innovation et la technologie représentent un pouvoir énorme. Et le secteur des services financiers ne fait pas l'exception. La finance numérique change la donne en termes de l'inclusion financière. Nous avons les preuves parmi nous aujourd'hui, devant nous aujourd'hui. Nous sommes convaincus, oui, que la finance numérique est un but de pouvoir transformateur. Non, ce n'est pas du sensationnalisme et nous y investissons. Alors, dans quel type de projet investissez-vous? L'argent smart, l'argent intelligent s'investit où? Bon, je peux vous parler de nos investissements. Nous investissons dans 3 types de projets. Quelles sont nos priorités? Le projet doit réduire les coûts d'accès. Le système traditionnel bancaire coûte trop cher pour l'utilisateur. Et donc, moi, j'aime tout ce qu'on entend aujourd'hui. On investit dans des idées qui ressemblent tout à fait à Bcash du Nigeria, en Indonésie, en passant par le Pérou, entre autres. Nous sommes fortement convaincus que mettre des téléphones mobiles
dans les mains des détaillants et des consommateurs finaux élimine énormément des coûts. Cela crée la possibilité d'avoir en place un système à faible coût qui permet des échanges de petits montants d'argent. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, l'identification et la vérification. Les difficultés autour de ces deux éléments. Quelles sont les technologies pour assurer cela? Walt a parlé de leurs efforts au Nigeria, Sandhya de ses efforts en Inde. Troisième élément, il y a une évaluation. On identifie, on vérifie et puis on évalue. En règle générale, il n'existe pas d'agence de notation ou de solvabilité dans les marchés émergents. Les investisseurs prennent, ou dans cette ère où on prend l'empreinte numérique des consommateurs, de grosses sociétés qui analysent ces empreintes numériques et qui vous permettent de recevoir une note de solvabilité positive. Ça transforme la dynamique qui sous-tend les comptes d'épargne. Il faut donc créer la plateforme, ensuite créer la plateforme de l'identification et de l'évaluation. Et désormais, vous avez l'infrastructure pour soutenir des solutions comme Mobisol. Je m'excuse auprès de Thomas, nous avons investi dans son concurrent en Afrique de l'Est parce que nous sommes convaincus du fait que l'on peut transformer le secteur de l'énergie, de la production énergétique. Pour moi, c'est plus une question d'un mécanisme de développement. Un projet à $200 de panneaux solaires à domicile se transforme en possibilité de remboursement progressif de prêts par le biais de plateformes novatrices. Autre exemple, nous avons investi dans la société évoquée par Chili qui propose des polices d'assurance, de microassurance sur cette plateforme. Comment peut-on rajouter davantage de produits de ce type? Et c'est le moment donc d'ouvrir la parole à l'auditoire et à l'assistance. Moi, j'ai reçu une question de la part de Ruth, évoquée tout à l'heure, par email hier. Avec tous ces nouveaux modèles commerciaux, les nouvelles technologies, cela implique bien entendu de nouveaux risques également. Avez-vous des réactions, des idées vis-à-vis des objectifs de nos priorités en termes de surveillance? Oui, SIGAP et l'Alliance, ce sont des acteurs à l'avant-garde de cette priorité de l'investissement responsable et des services bancaires responsables. On peut parler de devises alternatives qui restent anonymes, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a pas mal de données qui ne sont pas vérifiées. Il y a donc énormément de données de collecter et il y a cette responsabilité collective à utiliser ces données de façon responsable, socialement responsable. Et dans le cadre de l'inclusion, je pense qu'il nous faut continuer à procéder aux expériences avec des nouvelles technologies dans ce sens. Merci pour ce premier cycle. Nous sommes toujours dans les temps impartis. Je suis très reconnaissant envers vous tous. À vous, madame, veuillez vous présenter avant de poser la question et veuillez indiquer à qui vous posez la question. Bonjour, je m'appelle Rosemary Sequier, présidente d'une société à but non lucratif et d'une société à but lucratif. Nous étions la première société à faire état de notre nouveau concept auprès de la Banque mondiale au sujet des PME en zone rurale. On met l'accent sur l'électrification en zone rurale et sur les communications en zone rurale. Je viens du Kenya. J'ai une expérience chez moi et dans d'autres pays africains. Je remercie la dame qui a parlé de ses efforts. Vous faites la promotion de vos innovations. Vous mettez en avant vos innovations pour aider les Africains, les jeunes, les femmes à accéder davantage aux services financiers. On a parlé de la priorité globale de mettre fin à la pauvreté. Pourquoi l'Afrique?
Pourquoi dit-on toujours à l'Afrique que l'Afrique est pauvre? Que faites-vous en Afrique? Tout le monde part en Afrique pour faire les échanges d'argent. Que faites-vous pour ces personnes en zone rurale, en Afrique, et à l'intention de tous? Comment pouvons-nous collaborer, travailler de mèche? Tout le monde parle de tant d'efforts en cours, mais nous qui sommes sur le terrain, on ne constate rien sur le terrain. Comment pouvons-nous collaborer avec vous? Merci, madame. Quelle est votre présence dans les collectivités en zone rurale en Afrique et quelle est notre présence collective? Bonsoir, Iftikhar Mustafa de la pratique mondiale agricole à la Banque mondiale, à Kadar et Chili. Vous avez évoqué les systèmes de services bancaires par mobile et je vous félicite surtout de la croissance impressionnante que vous avez eue au Bangladesh. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de savoir comment on fait en sorte que ces technologies mobiles, technologies bancaires mobiles, soient accessibles aux paysans, aux petits exploitants dans ces différents pays. Merci. Et ceci est lié à la première question de poser. Bonsoir. Merci pour ces propos. Je m'appelle Jane de la Chine. J'ai une question à propos de la Chine. Pourriez-vous expliciter davantage vos expériences en Afrique en matière de finances numériques? Quels sont les enseignements que la Chine peut tirer de vos expériences? Merci. Voilà, 3 questions. La première, que faites-vous en Afrique rurale? Deuxième question, comment ces innovations accèdent-elles ou améliorent-elles véritablement l'accès des populations rurales et que pouvons-nous tirer comme enseignement de vos expériences? À vous 3. Voilà. Donc, ils vont commencer. Ensuite, on va vous passer la parole. Je reste ici. Voilà. Pour répondre à la question, Mustafa, il faut bien concevoir le produit avant tout. À partir de l'expérience de Bekash, en tant que praticien, si on a, par exemple, si on avait choisi un logiciel, une application, plateforme téléphone portable, cela aurait rendu les choses plus simples, mais cela n'aurait pas atteint l'objectif. Parce que ce ne sont pas tous qui ont accès à des téléphones mobiles. Nous avons donc la technologie USSD, c'est la base de notre technologie. Et ensuite, il a fallu collaborer avec l'opérateur de téléphonie. Le téléphone de base, ces paysans, ces petits exploitants agricoles que vous évoquez, les téléphones qu'ils ont déjà peuvent accéder à cette technologie et à cette plateforme de base. Donc, au niveau de la conception, il faut bien comprendre les besoins et les difficultés du client. Si on examine les partenaires de notre société, que cela soit BRAC ou la Fondation Gates, chacun de nos partenaires est doté d'objectifs de développement très précis et focalisés. Cela permet une meilleure conception parce que nous sommes tous ralliés autour de cet objectif de l'inclusion financière. BROC se trouve à une présence non seulement au Bangladesh, mais en Afrique également. Est-ce que Bekash suit cette tendance? Je pense qu'il y a des enseignements de direct que nous pouvons échanger, mais Bekash, non. L'argent mobile est un phénomène mondial, mais qui doit prendre en compte les contextes locaux et nationaux. Chacun de ces contextes ayant ses particularités à prendre en considération. Bekash, donc, ne serait pas le plus approprié pour certains contextes. Atteignez-vous les zones rurales? Oui. Nous sommes avant tout une infrastructure. Telco, une
société d'argent mobile soutenue par le milieu de la téléphonie mobile. 19 millions d'abonnés GSM. Il s'agit donc d'un réseau national avec une présence dans plusieurs pays. Nous avons donc reconnu qu'il s'agissait d'un écosystème. On a tendance donc à collaborer. Je vous ai parlé des différentes initiatives. Lors de chaque initiative, nous avons voulu réunir plusieurs partenaires. Nous travaillons à partir d'une base de collaboration, partenaires financiers. Nous avons donc des initiatives qui mettent l'accent sur les femmes, sur les petits exploitants. Et il ne s'agit pas simplement de particuliers, mais également de petites et moyennes entreprises. Que faisons-nous? C'est une activité transversale. Je vous ai parlé des envois d'argent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agit de 4 millions de Burkinabés qui habitent en Côte d'Ivoire et qui travaillent comme paysans, petits exploitants. Ces travailleurs travaillent en Côte d'Ivoire, la famille reste au Burkina et il y a ce besoin d'envoyer de l'argent à la famille. Nous avons donc créé ce système régional qui facilite les envois d'argent, mais et ça se fait en Afrique de l'Est également. Toute initiative de notre part cible non seulement la zone rurale, mais ceux qui ne sont pas en zone rurale. Question de suivi. Je sais bien évidemment que le cadre réglementaire compte pour beaucoup, mais avez-vous des enseignements, avez-vous pu tirer des enseignements à partager avec la Chine, par exemple, des conseils à partager avec la Chine? Même au-delà des entités de réglementation. Les banques, au début, se souciaient, hésitaient, nous voyaient comme étant des ordinateurs, simplement. Et il a fallu faire preuve de patience pour bien pour leur donner du temps. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que créer une valeur financière soutenue par le liquide en banque. Et on travaille en collaboration avec des banques. En Chine, où certains acteurs ont voulu pénétrer ce marché de l'argent mobile, bon, il y a les banques, les administrations de réglementation. Dans un marché comme le marché chinois, je pense qu'il vaut mieux collaborer avec ceux qui existent déjà sur le marché et au lieu de vous présenter en tant que concurrent. Je vais maintenant recueillir 3 questions que j'ai pu recueillir de notre auditoire en ligne avant de revenir à l'assistance ici sur place. Liliane, une question de Liliane Nyaga au Kenya. Arriver à une inclusion financière à l'horizon 2020 ou, selon la Banque mondiale, un accès universel aux services de base à l'horizon 2020, l'argent mobile constitue-t-il le meilleur outil pour réaliser cet objectif? Donc, vous qui participez à ces efforts, parlez-nous de votre évaluation de la pertinence de cet objectif à l'horizon 2020. Oui, oui et oui, je dirais. Voilà. Non, en effet, l'argent mobile, l'argent numérique constitue le seul moyen. Le système traditionnel ne nous permettra pas d'arriver à cet objectif. Au Bangladesh, 160 millions de personnes, 150 millions de téléphones portables, combien de comptes bancaires? 2000. Donc, c'est le seul moyen et je pense que c'est réalisable, c'est faisable d'ici 2020. L'innovation s'alimente à partir d'innovation. Et donc, si je peux répondre à une question précédente, très rapidement, la question au sujet des zones rurales en Afrique. En effet, vous avez posé une question très pertinente. Et quels que soient les efforts que nous déployons, cela ne suffira jamais.
Mais j'ai voulu mentionner le programme SASA, où des paiements sociaux sont transférés grâce à des cartes de paiement. Ce qu'on essaie de faire, c'est que l'on puisse utiliser cette même carte pour acheter des biens dans les micro-entreprises. En Afrique du Sud, oui, en effet. Et cela développe les échanges, développe le commerce. Il y a donc un cycle vertueux qui se crée et des différentes initiatives qui s'entre-alimentent. Si on pense que cet horizon 2020 est trop ambitieux, eh bien, pour l'horizon 2060, pensez-vous que... ou 2016 plutôt. Je resterai conservatrice vis-à-vis de cet objectif ou de cet horizon 2016. C'est encourageant d'entendre parler les partenaires ici présents et de voir la mise à échelle atteinte 870 millions d'abonnés mobiles en Inde, dont 2000 seulement qui utilisent les opérations numériques. Il y a donc du progrès à accomplir. Les agences succursales traditionnelles, les banques traditionnelles, les services bancaires par correspondance, tout ce système traditionnel a toujours un rôle très important à jouer. Je pense que 2016-2020 reste un peu trop ambitieux, mais c'est positif d'avoir cet objectif et je pense que nous pourrons y parvenir en fin de compte. Et dernière question de l'auditoire, puisque vous êtes observateur neutre, qui est le mieux placé pour proposer des solutions aux clients? Les opérateurs téléphoniques ou les banques? Alors, je vous donne le temps de réfléchir. Existe-t-il des partenariats entre ces deux types d'acteurs qui représenteraient la formule magique? Alors, la réponse neutre serait que tout dépend. Cela dépend. Au sein de chaque marché, cela dépend de la structure du marché en question. S'agissant des opérateurs téléphoniques qui bénéficient d'un avantage, mais qui ne disposent pas de leur propre réseau de distribution, il faut avoir une certaine mainmise sur le réseau de distribution. C'est pour ceci que Bcash peut contribuer à la construction d'une base solide sous-jacente. Des partenaires qui pourront aider au déploiement. Tout dépend du contexte particulier du marché en question. Là où les banques ont peiné, non seulement il faut modifier les modèles de ces banques, mais il faut revoir à 100% ces modèles. Il faut changer la mentalité et on attend encore ceci de la part des banques. Il nous reste du temps pour 3 questions, un dernier cycle de 3 questions seulement. Veuillez vous présenter avant de poser la question et veuillez indiquer également à qui vous posez la question. Christopher Bangor, je suis étudiant de 3e cycle en santé publique. La question est à l'intention de tous les intervenants au sujet des polices d'assurance vie proposées en Afrique. Avez-vous prévu quelque chose pour les assurances médicales? Je viens de la Sierra Leone. Avez-vous prévu de telles polices d'assurance médicale? Dans mon expérience, l'assurance médicale est d'une plus grande importance en Afrique que l'assurance vie. Et j'en ai entendu parler de tels projets au Kenya. Comptez-vous élargir le périmètre de vos projets? Je travaille au sein du service consultatif des PPP à la SFI. J'ai une question pour Monsieur
le monsieur du BKH, quels sont les défis que vous devez relever au niveau de la mise à échelle de vos réseaux et comment comptez-vous surmonter ces défis? Tatiana Dolga de la société BFC, cabinet de conseil suisse. Et j'ai également une question au sujet de la mise à échelle et au sujet de l'épargne. Lorsqu'on parle de l'argent mobile, je dirais que la majorité des réussites sont au niveau des paiements et on a rencontré davantage de difficultés dans le secteur dans le secteur des comptes d'épargne. J'aimerais entendre parler de vos expériences en matière d'épargne. Si vous permettez, je vais distribuer, répartir les questions. Cette question au sujet des polices d'assurance par téléphone mobile et la possibilité de police d'assurance médicale. Nous ne sommes pas, tout d'abord, soyons très précis, nous ne sommes pas une société d'assurance. Je vous ai parlé d'un partenariat entre nous et un traiteur, Micro-Insure, et une société d'assurance africaine. Le concept, la police d'assurance est conçue par la société des assurances. Nous sommes partenaires de distribution. Cette société d'assurance qui a choisi de faire le projet pilote à base d'assurance vie, nous avons décidé d'ensuite mettre à l'épreuve tester le produit avec une police d'assurance voyage et on espère pouvoir l'élargir en Sierra Leone également. Nous ne nous penchons pas encore sur ces polices d'assurance. Pourquoi? C'est en cours. C'est en cours d'étude. Quels sont les défis, selon vous? L'un des plus grands défis, selon nous, dans le cadre de BKH, nous avons mis tellement l'accent sur le développement et la croissance que, il y a un travail de consolidation à accomplir avant de procéder à la distribution de polices d'assurance. J'aimerais, si vous permettez, répondre à une autre question au sujet de la mise à échelle. Il nous faut garder à l'esprit que cet espace de l'argent mobile est très récent et se développe très rapidement. Par exemple, lorsqu'on fait un appel par téléphone mobile, on s'attend à ce que quelqu'un décroche dans l'immédiat de l'autre côté. Mais pendant une vingtaine d'années, ceci n'était pas le cas. Il a fallu peaufiner la technologie. Et c'est ce travail pour peaufiner la technologie qui est toujours en cours pour ces plateformes. J'imagine que mon collègue de Mastercard pourrait préciser. Il s'agissait auparavant d'une technologie standard. Désormais, au Bangladesh, nous avons 500 modèles différents de téléphones. Et lorsqu'on essaie de proposer une solution générale, cela crée des problèmes. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit de la mise à échelle, cela devient très difficile. Et j'aimerais avoir le point de vue de Thomas également, parce que la mise à échelle, je sais, est d'un grand intérêt. Oui, pour la mise à échelle, il y a deux barrières importantes. Première barrière, nous préfinançons les systèmes. Nous payons pour ces systèmes. Il nous faut trouver les financements. Si quelqu'un dans la salle représente des capitaux, venez me voir. Et deuxième contrainte, les peuples, les personnes. Nous avons créé ce qu'on appelle l'école Mobisol. Ainsi, tous ceux qui portent le T-shirt jaune, qui livrent le système, sont en mesure de répondre aux questions. Et s'agissant de l'Afrique rurale, j'aimerais retourner cette question. Le monde s'apprête à apprendre de l'expérience de l'Afrique rurale, surtout au niveau de l'électrification. Une fois que cette électrification devienne la réalité, cela sera une opportunité d'apprentissage pour le monde entier. Hortensia, la mise à échelle, avez-vous des idées, des commentaires? Cela s'avère être très difficile, même s'il y a plusieurs milliers de points de vente. Ce ne sont pas tous les points de vente qui vont adopter la technologie.
Et les comptes d'épargne. La poste chez vous est âgée de 200 ans. 200 ans. Existe depuis 200 ans. A toujours proposé des comptes d'épargne. Imaginez-vous la possibilité d'une explosion de demandes? Oui, peut-être grâce à la technologie numérique. Notre expérience au niveau de la mise en place d'une telle structure de paiement et le fait d'utiliser véritablement cela, eh bien, il nous reste beaucoup de chemin à faire. Les prestataires de services technologiques, les constructeurs, les gouvernements qui vont devoir fédérer leurs efforts. Et plus important encore, la sensibilisation. Sensibiliser les populations avec lesquelles nous travaillons. Il y a un effort énorme en matière de sensibilisation à faire. Voyez-vous un chemin, un lien là? Oui, en termes, s'agissant des comptes d'épargne, le fait de transformer une carte de crédit, une carte bancaire, en véhicule d'épargne qui accumule des fonds. Il faudrait qu'il y ait une entité quelque part qui verse des intérêts sur ce compte, entre guillemets, d'épargne. Nous n'avons presque plus de temps. Au lieu de procéder à des propos de conclusion formelle, et puisque nous avons l'auditoire en ligne, on vous demande de nous dire quel serait votre message Twitter. 170 caractères maximum. Je vais faire le tour. Si vous voulez bien partager avec nous votre tweet, votre message Twitter. La finance numérique, c'est en fait retourner vers le futur. C'est votre petit magasin de quartier devient votre banque. Et les tweets, c'est 140 caractères. Ah d'accord, donc c'est retour vers le futur. Pourquoi? Parce que votre voisin, c'est la banque et c'est la communauté qui est la garantie. C'est un voyage passionnant, beaucoup de partenariats où nous apprenons et nous réapprenons. Moi, ce serait ensemble, nous pouvons combattre l'exclusion. Moi, ce serait la finance numérique, c'est en fait un marathon. Et pourquoi? Parce que on ne va pas s'enrichir du jour au lendemain. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est un processus à suivre. Et, non, je ne vais pas rajouter. Non, ce ne serait pas juste pour les autres. Vous êtes sur Twitter? Non. Ah, ben j'aurais dit sinon vous pouvez continuer sur Twitter. Kamal. Je dirais où commence l'épargne? C'est là où commence la prospérité pour les individus. La plateforme numérique permet aux gens pauvres d'épargner de manière très importante. Je dirais que la finance numérique est le seul moyen d'amener une croissance inclusive. Moi, ce serait la révolution solaire ne sera pas sur le réseau électrique. Merci beaucoup, vous avez tous été formidables. Et Thomas n'est pas le seul Allemand. Je vais terminer exactement à 11h45. Merci à tous.